Le design est partout. Il nous accompagne au quotidien. Penser à un meuble, un outil, un motif, autant de questions sur lesquelles se penche le designer. Depuis quelques années à Besançon, les entreprises se sont forgées une identité forte dans la création d'objets. Un plateau ou plutôt un tableau? Chez Hybride, les designers imaginent des objets où la malice et la poésie s'invitent en de facétieuses créatures. Tout récemment, Virgile s'est lancé dans l'édition et la fabrication de papier peint haut de gamme. Il signe une collection aux univers singuliers et très actuels. Avec audace, Philippe prolonge l'aventure horlogère byzantine en concevant des horloges contemporaines. Ce designer développe des projets d'envergure qui s'exportent jusqu'à Tokyo. Sur les hauteurs de Besançon, dans le village de Fontain, l'ancienne menuiserie s'est transformée en espace de création. L'entreprise Hybride s'est installée ici, dans un cadre champêtre où les designers puisent leur inspiration. Hybride, c'est d'abord l'histoire d'un trio. Karine, après des études de commerce international, s'est rapprochée de sa sœur et de son beau-frère pour démarrer l'aventure il y a une vingtaine d'années. Benoît est designer et Rachel illustratrice. Le couple invente, imagine, rêve et conçoit des produits qui seront diffusés partout sur la planète. Rachel revisite et met en scène des personnages inspirés de la littérature du XIXe siècle. Un théâtre de portraits d'ancêtres imaginaires servi sur un plateau. Benoît, de son côté, voit les choses en volume. Debout sur leurs pattes, ces animaux de compagnie tiennent salon. La caractéristique du travail créatif chez Hybride, c'est ce jeu entre le volume et l'image, entre le boulot de Rachel et le mien. Tantôt les images sont devant, tantôt c'est la forme, comme dans le cas des vases, qui recèlent à l'intérieur un univers graphique. L'identité d'Hybride, c'est d'avoir des objets très actuels, des images qui vont chercher dans le patrimoine culturel, dans des voyages personnels, dans des envies, pour créer des univers à chaque fois différents et en même temps qui sont comme des petits cailloux posés sur un chemin. Les dessins, c'est vraiment du chemin de pensée. Dès que tu as une idée rigolote, tu as envie de passer de la voir tourner en 3D. Ça, c'est typiquement un boulot que seul le logiciel peut me permettre. Ce volume de départ, en le découpant, il y a clairement, avec les projections d'ombre au sol, on a clairement une référence aux persiennes, à l'été, à la chaleur de l'après-midi. Du coup, j'aimais bien l'idée d'un siège qui était constitué autant de matière que d'air. Benoît dessine l'objet, le modélise, et après, pour le fabriquer soit en interne, soit en sous-traitance, il faut trouver tout un tas de combines et de moyens techniques pour que le montage soit facile. Mon rôle, c'est de transformer le dessin en objet, découper toutes ces plaques et trouver des solutions. Du laboratoire d'idées, le trio Hybride a récemment développé sa propre production en embauchant du personnel. Découpe laser, commandes numériques, en tout, 12 personnes aux compétences les plus diverses travaillent dans l'entreprise. On n'avait pas eu l'idée de monter une entreprise, on n'avait pas de stratégie. Et après, je dirais que même par la suite, tout s'est fait par des rencontres. Ici, je t'ai fait passer la facture des modèles 3D. Ah ok, merci bien. Je crois que chaque personne ici porte le projet à sa manière. On discute beaucoup, il y a beaucoup d'endroits comme ça qui sont un peu créés et propices en fait au dialogue, à l'échange. Là, sur la structure à l'extérieur, entre le toit et la cour. J'ai mon avant, il va nous On est quelques-uns en France, mais très peu nombreux,
où finalement les créateurs d'objets font partie de l'entreprise dès le départ. Le design d'auteur, c'est un design qui reste entre les mains des auteurs, qui n'est pas façonné par les éditeurs, par les fabricants, qui reste très respectueux en fait du travail de l'auteur. On a des objets très bavards, très prégnants, très puissants, figuratifs, qui racontent des histoires, enfin tout ce qui se fait pas quand même. On nous a souvent, dans la presse, qualifiés d'ovnis, mais même sur le marché. À Paris, le salon Maison et Objets est un rendez-vous international dédié à l'art de vivre, à la décoration et au design. Il réunit 2 fois par an les professionnels du secteur. Comme chaque année, Hybrid entretient et développe son réseau de vendeurs. Ils viennent du Japon, de Shanghai, de Miami, du monde entier, du Chili. On rencontre nos clients russes également, on rencontre tous nos clients ici. On n'est pas du tout dans la tendance, qui est une tendance très nordique, bois clair, couleur claire, pas très narrative, le moins de motifs possible, des choses simples et essentielles. Et nous, on s'inscrit complètement en défaut par rapport à cette mouvance. On fait ce qu'on aime et pendant les premières années, ça n'a pas rencontré son public tout de suite, ça a été long. Aujourd'hui, on est reconnu quand même sur le marché comme étant différent mais bien en place. Aujourd'hui, l'entreprise dispose de 500 points de vente à travers le monde et plus de 60% de leurs objets sont vendus à l'export. Un peu plus loin sur le salon, Virgile est un nouveau venu dans le paysage du design franc-comtois. Il s'est lancé il y a à peine 2 ans dans l'édition et la conception de papier peint. Vous êtes archi? Vous êtes archi, ouais. Ok. Sur Antony, d'accord. Sur ce hall, on rencontre beaucoup d'architectes d'intérieur, d'architectes tout simplement ou de décorateurs. On explique nous notre démarche. On ne cherche pas à faire le motif à la mode, mais on cherche à raconter quelque chose. On a reçu un très bon accueil sur les motifs noirs et or. C'était un choix qu'on a fait là, d'avoir trois motifs dans ces tons-là et ils ont beaucoup de succès. Avec des moyens modestes, il est difficile de s'afficher parmi les 3000 exposants, mais l'ambition est intacte. À Besançon, une pièce comme espace de travail dans la maison familiale. Pas encore de véritable atelier, mais Virgile s'accroche. Le papier peint n'essaie plus d'imiter quelque chose, d'imiter la peinture, d'imiter le crépi. C'est le papier peint qui prend le devant, qui devient un élément de décor et non plus juste un revêtement mural en fait. Ça devient la décoration en tant que telle. Et c'est une tendance assez globale depuis quelques années. Et là, il y a une réelle demande du public maintenant qui vraiment, après des années de désamour, revient à cette matière. Le papier, du concret, du réel. Alors qu'il travaillait comme webmaster, la conception de sites internet ne lui plaisait plus. L'envie de passer à autre chose, d'entreprendre. Le papier, on l'a entre les mains. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, ce qu'on a, c'est ce qu'on voit, c'est concret. Là derrière, il y avait aussi l'envie de travailler avec les artistes de mon entourage, qui sont des artistes illustrateurs. Donc Nancy travaille plus dans la BD, et puis Joseph, illustration pure. Et donc l'envie de faire quelque chose avec eux qui sortent un peu de leur domaine de départ, donc les faire sortir du livre. Dans les collections, ce que je trouve vraiment important, c'est d'oser les couleurs. Si on fait un motif géométrique, on va le casser en mettant des éléments figuratifs dessus, ou des petits anachronismes, ou des choses comme ça, qui vont nous permettre d'être dans la continuité, dans la tradition, tout en étant dans la modernité. Juste un lait de papier peint va pouvoir donner du caractère à une pièce très rapidement. On ne peut pas se reposer sur nos lauriers, il faut toujours essayer de se réinventer. On n'essaie pas de copier ce qui se fait, on essaie d'inventer ce qui se fera. Au centre-ville de Besançon, le musée du temps abrite une exposition d'horloges comtoises. Un patrimoine national. Philippe, arrivé dans la région il y a plus de 20 ans, s'est emparé de cette tradition horlogère pour la revisiter. L'horloge comtoise fait
référence à la personne et à la taille de la personne. On a la tête, on a le cœur qui bat, on a plus ou moins le profil agrandi de quelqu'un qui est là pour veiller sur la famille. C'est des objets dont la symbolique dépasse l'objet qui mesure le temps, puisque ce sont aussi des objets qui vont organiser les familles dans le but de les structurer, de structurer une société. Voilà, on est transposé dans un temps qui n'a rien à voir avec notre époque. On sent qu'on est plongé dans le passé. En arrivant à Besançon, je découvre que je suis dans l'univers du temps, quelque part, et j'y trouve mon compte. Dans cet univers, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on puisse réaliser un objet sur lequel on va intervenir et sur les matériaux, et sur les formes, et sur les fonctions. Il y a un côté qu'on pourrait appeler poésie mécanique. La caractéristique d'une horloge, c'est que ce n'est pas un objet qui est inerte, c'est un objet qui est en vie. Et le fait qu'il soit en vie vient lui donner ce côté, je dirais presque hypnotique, planant, qui aspire à la réflexion. À 2 pas du musée du temps, la boutique de Philippe abrite ses créations horlogères contemporaines. Ses montres et horloges y côtoient le travail d'autres designers. On a, on va dire, des choses un peu anachroniques qui sortent de l'ordinaire sur un design qui est réalisé maison. L'horloge pop-up que Philippe a imaginée et dessinée se décline en version parquet ou murale. Chaudronnier de formation, il s'est intéressé à la mécanique horlogère et réinvente depuis quelques années les gardiennes du temps. Grand prix du concours Lépine en 2005, son mouvement suspendu trône aujourd'hui fièrement sur ses horloges contemporaines. L'esthétique m'a conduit à mettre au point une fonction qui est le mouvement suspendu à équilibrage automatique, sans même l'avoir voulu. Pour être très clair, je pensais ne rien avoir inventé. Et puis je me suis rendu compte que les anciens horlogers, en gravitant dans l'atelier, ont déterminé effectivement que c'était quelque chose de complètement inédit. C'est l'esthétique qui a conduit à mettre au point une invention et un système mécanique. Au fond de la boutique, un atelier où de jeunes horlogers assemblent des montres aux styles et aux fantaisies les plus variées. Moi, je suis un vrai passionné, du coup c'est intéressant parce qu'on voit des choses comme la pendulerie qu'on voit plus partout, quoi. C'est intéressant, puis voilà, il y a ce côté où on est dans un lieu assez atypique, c'est agréable de travailler dans des conditions comme ça. Et les montres, on a plein de modèles de montres, c'est intéressant aussi, quoi. Il faut savoir que les pendules contemporaines, il n'y en a plus vraiment beaucoup des entreprises qui fabriquent les pendules, donc en plus c'est plutôt intéressant, quoi. On est sur des pendules plutôt haut de gamme, donc c'est bien. Éditeur, auteur et fabricant de papier peint, Virgile est attaché aux savoir-faire locaux. Il partage son appartement avec Joseph, un illustrateur autodidacte qui dessine des histoires et des contes pour de grands éditeurs. Joseph est l'auteur d'une grande partie des motifs que Virgile imprime dans son atelier. Les arts décoratifs en général, c'est un pan des arts qui m'a toujours passionné, donc d'une façon ou d'une autre, je savais que j'allais finir par m'y consacrer de façon concrète, et du coup, Virgile m'a offert un espace pour ça. Même si c'est moi qui ai développé le projet, il y avait quand même toujours son univers qui était présent et qui a façonné la naissance de la marque finalement. C'est Virgile qui va venir avec une image, avec un ensemble d'images, et puis on discute, on échange. Il n'y a pas vraiment de règles, je crois qu'on est avant tout gouverné par l'envie et tout vient assez naturellement. Ce qu'on essaye modestement, c'est accrocher des histoires au mur des gens, en tout cas des ambiances et des univers. Alors après, il n'y a pas la prérogative, l'impératif du texte, mais malgré tout, je crois qu'on reste dans de la narration, dans la création d'un artifice, dans une volonté de proposer un voyage, comme le livre finalement.
Mes univers de prédilection, ça va être le conte, ça va être la mythologie, donc c'est autant d'univers qui tendent à sublimer la nature. Et puis j'adore aussi la littérature de la fin du 19e siècle et du début du 20e, le romantisme, mais le romantisme noir. Mais je crois que le point commun de tout ça, finalement, c'est toujours la nature, et puis la nature comme terrain de jeu, comme terrain de peur. Voilà. Donc William Morris, c'est le père du mouvement Arts and Crafts, c'est une de mes grandes influences, notamment dans mon travail pour Atelier Virgule. Je crois que les motifs parlent d'eux-mêmes. Donc on est dans l'interprétation des formes tirées de la nature pour en faire des harmonies décoratives. Ce qu'il voulait, c'était que finalement l'art ne soit pas cantonné au musée. Et en toute modestie, c'est une philosophie dans laquelle Atelier Virgule se retrouve beaucoup. Dans la nouvelle collection inspirée des mondes marins, ces écailles de poissons puisent leurs racines dans les tuiles des clochers de la région. Là, on arrive à la collection des clochers comtois. On a pris le parti de garder les couleurs d'origine. Donc notamment, ici, c'est le clocher de Malpas. Ça, c'est le clocher de Vercelles, qui est magnifique avec ces tuiles foncées presque noires et puis ces tuiles or. Ça s'appelle l'Aéropostale, c'est un projet qu'on a lancé il y a 2 ou 3 ans, juste après l'acquisition de notre machine, qui est une machine qui travaille en 2D, mais qui nous permet aussi, avec un peu de subtilité et l'intelligence des gens qui travaillent dessus, d'arriver à travailler sur l'effet 3D et à faire donc du bas-relief. C'est la forme des outillages qui va générer la nature du bas-relief. Des bas-reliefs qui m'évoquent les dunes d'un désert, en l'occurrence le Sahara occidental, qui était survolé par l'Aéropostale, avec ce travail gougé avec une fresque conique, très graphique. On a des choses plus réalistes, comme un morceau du plan de la ville de Santiago du Chili, où on perçoit quand même assez bien le graphisme urbain. Donc l'idée, c'était de travailler sur des contenants, des petites portes. Alors il y a plein de choses, il y a des tiroirs, des tas de choses, qui ont tous une micro-fonction, et en les associant sur un mur, ça permet à la personne qui crée la composition de se construire un espèce de paysage imaginaire à partir de différents éléments, forêt, mer, etc. Dans les images de Rachel ou dans mon travail, on essaie de ne pas faire des objets faciles, faire des objets qui s'apprivoisent, mais qui restent toujours un peu indépendants aussi. C'est pas pour rien qu'on appelle notre travail design d'auteur, parce que notre place, c'est comme celle du cinéma indépendant par rapport au blockbuster. On est là. C'est clair que notre audience est plus faible, mais on a toute liberté de raconter ce qu'on veut. Dans les images, j'essaye d'avoir aussi cette double lecture avec une image qu'on va percevoir de loin comme étant quelque chose, et ensuite on voit qu'il y a des petits détails qui sont étonnants, troublants, bizarres. Toujours avec le même esprit de déranger légèrement et en même temps de séduire. Avant, on n'était pas reconnus parce qu'on n'était pas à Paris, puis parce qu'on faisait pas du design sérieux. Et puis aujourd'hui, on est reconnus parce qu'on n'est pas à Paris, puis parce qu'on apporte autre chose que du design sérieux. Tisser un lien entre un objet et son utilisateur. Avec Hybride, l'émotion passe par la présence, celle de l'animal. Chez eux, la relation affective colonise les objets et les meubles. Donc la transition entre l'âne et le bureau à cylindre, elle est finalement pas si difficile que ça. C'est-à-dire qu'on retrouve les 4 pattes dans les 2 cas, et puis cette masse demi-cylindrique ici. Mon travail maintenant, ça va être de concrétiser le proto avec les idées de chacun, etc. Donc par exemple, cette partie-là, on décide de l'enlever et de la transformer plutôt avec 2 petites portes et un tiroir plus fin, moins visible. Après, le montage en lui-même, il est constitué de plusieurs parties.
Et puis mon travail, c'est de faire que l'objet soit facilement montable par le client. Un mobilier comme ça représente à peu près une quarantaine de pièces à assembler. Si on parle tellement d'animaux, c'est qu'on vit avec les animaux. C'est-à-dire que concrètement, chez nous, la nuit, quand on ferme la porte, dehors, c'est la jungle. Le lièvre qui traverse la route, les hérons cendrés qui jouent les grandes dames au bord des étangs, les sangliers, enfin tout ce qui nous entoure, je trouve ça absolument incroyable. Le luxe aujourd'hui absolu, c'est l'espace, le temps et la nature, quoi. À l'entrée de Besançon, la friche artistique accueille plasticiens et compagnies de spectacles vivants. C'est l'endroit où siège également la manufacture Utinam. Une forêt d'horloges qui attendent leurs heures. Un atelier, des roues crantées et dessinées. Le métal fait peau neuve. Charlie travaille sur les surfaces, Alexis sur l'assemblage. Les mouvements et les formes sont la signature esthétique de la marque. Philippe s'est investi il y a quelque temps dans la conception d'horloges monumentales pour l'espace public. Sa pendule de la gare TGV Besançon-Franche-Comté fait figure de symbole dans la tradition horlogère de la région. J'ai dessiné ni plus ni moins, en version super agrandie, le système de transmission qu'on trouve dans une horloge comptoise ou dans une montre. Quand j'ai construit cette horloge, la SNCF ne m'a pas autorisé à fournir l'heure aux voyageurs et à en prendre la responsabilité. La SNCF a son propre bureau de l'heure, pour faire en sorte que mon horloge mécanique soit quand même pilotée par le bureau de l'heure de la SNCF. Un client japonais rencontré sur un salon à Paris lui achète une horloge pop-up. Conquis par l'univers Utinam, il décide de lui commander une horloge monumentale pour la façade de son tout nouveau magasin de haute couture au cœur de Tokyo. Au niveau esthétique, je suis parti du temps qui pousse. Comme si le temps était une plante qu'on arrose et qui vient pousser, comme si le temps était matérialisé par un végétal. Et donc tout le cadran, c'est pas des branches droites, c'est des branches qui sont très arborées. Toutes les roues, donc tous les bras de roue sont des systèmes très arborés. Là, la particularité, c'est qu'on a ce qu'on va appeler un planétaire et que la seconde n'est pas une aiguille qui bat la seconde, c'est une roue qui tourne à l'intérieur d'une autre grande couronne et cette roue fait un tour en 1 minute. À Salins-les-Bains, sa dernière création actionne les pétales d'une fleur métallique. Elle se nomme l'automate en fleurs. D'une pendule sans aiguille à une mécanique horlogère qui ne donne pas l'heure, Philippe joue avec les codes et développe une esthétique du mouvement. La pièce unique de commande devient son nouveau terrain de jeu. Dans le monde des idées, les aventures sont pittoresques et l'inspiration du designer oscille souvent entre nature et culture. Raconter une histoire par un objet, un dessin, le design est une recherche permanente. Les objets, on en fait beaucoup. J'en ai peut-être fait, je sais pas, peut-être 150 en 20 ans. Il en reste quelques-uns dans la collection ou des nouveaux qui arrivent. Mais par contre, les gens, eux, restent. Donc le projet, il s'est déplacé en fait des objets, des collections aux lieux et aux gens. Finalement, c'est ce qui est pérenne dans une entreprise, dans un projet. C'est presque devenu une famille, quoi. Et ça, c'est super important pour moi. C'est toujours le travail des mêmes personnes qui évoluent avec les années, les tendances évidemment, les technologies, mais qui reste un travail de conviction. Créatifs par les objets et les images qu'ils fabriquent, et créatifs par le sens qu'ils donnent à leur travail, à Besançon, les designers savent faire partager le souffle qui les anime.
La semaine prochaine, dans Pourquoi chercher plus loin, découvrez le meilleur des grands constructeurs de Bourgogne-Franche-Comté.